Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Parler de politique avec Philippe Laroche, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, on parle sans aucun cynisme du Parti libéral du Québec. Absolument, de notre parti préféré, comme tu sais. Bien sûr. Et donc, comme on sait, le Parti libéral a fait beaucoup jaser dans les derniers jours concernant son projet de constitution. Il y a également la course à la chefferie qui suscite de grandes candidatures comme celle de Denis Coderre. Et donc, pour la constitution... Je devinais le ton de ta chronique aujourd'hui, on dirait. Oui, c'est ça. Mais donc, il y a une vidéo qui circule concernant le projet de constitution du Parti libéral. OK. Faut comprendre que c'est pas du tout un projet original, là. C'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on en parle. J'ai dit non sur un ton moqueur, mais non, mais ils sont pas pères et mères de ce concept-là. C'est très pertinent, mais ils en parlent beaucoup, là. Et pour le moment, on n'a pas une idée claire de ce à quoi va avoir l'air ce projet de constitution. Ce qu'on sait, c'est que dans les vidéos, on voit un Antoine Dionne-Charest qui nous explique qu'il fait ça contre le Parti québécois et la CAQ. C'est comme un rempart. C'est une constitution contre quelqu'un. Ça va bien. Ça, ouais. Pour nous dire qu'ils sont contre les péquistes et les caquistes. Pourquoi? Parce que le nationalisme de la CAQ serait mauvais, peut-être même intolérant et xénophobe. Donc, ce serait comme un rempart contre le méchant. on n'en parle même pas. Mais là, c'est ça. Là, on nous dit, mais Antoine Dionne-Charest nous dit carrément que pour les péquistes, tout est de la faute des immigrants. Alors, moi, de ce que j'écoute... J'ai jamais entendu ça. De ce que j'écoute de Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, du Bloc québécois, j'ai jamais entendu une chose pareille. Évidemment, ils vont parler de l'immigration, des seuils d'immigration. De façon lucide. Mais oui, mais jamais, à aucun moment, on dit c'est la faute des immigrants, toute la faute des immigrants. On n'entend jamais une chose pareille. Mais François Legault l'a un peu dit, quand même. Oui, mais là, on parle... C'est parce que dans la vidéo, on dit... PQ, non. On dit la faute... Pour les péquistes, toute la faute des immigrants, tout ce qui se passe. Ben non, c'est pas du tout ça qu'ils affirment. Il y a quand même des nuances qui sont faites. Et plusieurs fois, moi, j'ai entendu Paul Saint-Pierre Plamondon faire des distinctions très claires, faire les nuances qu'il faut. Absolument. Parce qu'évidemment qu'on peut faire un amalgame facilement, mais très, très rapidement, les péquistes et les bloquistes font des distinctions très claires. C'est clair. Donc pour moi, c'est quelque chose de quasiment diffamatoire à force de répéter ce genre de choses-là. Donc là, si on veut se poser des questions de manière plus large, avec ce projet de constitution, puis d'un parti qui se relance dans la course à la chefferie, on peut se poser la question, que devient le Parti libéral du Québec? Parce que quand on regarde dans les appuis, les sondages, on est dans le 4 à 6 % de francophones qui appuient le Parti libéral du Québec. Donc, ça commence à être pas grand monde. Hein? Non, mais quand on regarde, par exemple, la projection Change... Le vote libéral est passé à la CAQ. Oui. C'est bon ça. C'est ça, le CAQ a comme absorbé une bonne partie du vote péquiste et du vote libéral qui cherchait une sorte de troisième voie. Ouais. Mais on se regarde, même si on est à 4-6% d'appui chez les francophones au Parti libéral, dans les projections de sièges, le Parti libéral, s'il y avait des élections demain, serait deuxième au Québec. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le West Island vote pour le Parti libéral. Presque tout Laval au complet vote pour le Parti libéral. Même chose pour la rive sud de Montréal. Une bonne partie même de l'est de Montréal. Donc pourquoi? Parce que une fois que dans certains comtés, on a atteint une masse critique de personnes qui ne parlent pas français ou qui sont pas considérées comme des francophones, ben, les gens ont tendance, les anglophones et les allophones ont tendance à voter massivement pour le Parti libéral. Donc même s'il y a une présence de Québécois francophones, il n'en demeure pas moins que le bloc anglophone vote pour le Parti libéral massivement. Donc, c'est comme si le Parti libéral vient comme cadenasser la vie politique du Québec en prenant des châteaux forts comme ça qui sont plus prenables pour les autres partis, qui sont comme déjà joués d'avance. Le cas caricatural, évidemment, c'est Westmount-Saint-Louis. Mais on pourrait en nommer d'autres comme ça, où il y a des châteaux forts libéraux qui se multiplient comme ça, même si la nation québécoise francophone ne l'appuie plus du tout. Et là, on voit la déconnexion totale parce que le Parti libéral veut faire une constitution. Donc, on pourrait se dire, waouh, un retour du nationalisme et un fédéralisme renouvelé. Mais cette constitution, à quoi elle peut ressembler dans leur tête à eux s'ils s'opposent à la laïcité de l'État, s'ils s'opposent à toute nouvelle disposition linguistique pour protéger le français. Donc, la loi 96, pour eux, c'est quasiment la pire affaire qu'il n'y a pas. Quand ils s'opposent à la moindre gestion plus raisonnable de l'immigration, donc, puis ils veulent même pas aucun nouveau pouvoir en immigration. Tu sais, c'est Marc Tanguay qui l'avait dit, il faut aucun nouveau pouvoir en immigration, ils veulent rien savoir. Puis là, ils veulent une nouvelle constitution. Ben, c'est quoi cette nouvelle constitution-là? C'est juste entériner celle de 1982 ou quoi? Mais Philippe, c'est malheureux, mais quand on parle de politique, mon impression, c'est que tu as peut-être comme une vision ou une visée politique. Tu dis, moi, c'est ce que j'aimerais amener dans mon parti. J'aimerais que notre parti porte ça, puis il y a une vision de société. Mais il y a une énorme part de stratégie. Et là, des gens du Parti libéral, ils disent, là, si on dit ça, notre auditoire normal, il va être content, puis ils vont être motivés, puis ils vont aller faire du porte-à-porte. Puis c'est ça qui devient un peu pitoyable, dans le sens que ça devient des politiques nationales pour servir un intérêt partisan. Ça devient une vision de société, mais dans le fond,
on parle à son auditoire. C'est ça qu'on fait. On veut. Puis ça, je trouve ça d'un cynisme tellement triste parce que comme eux-mêmes disent, puis ils n'ont pas tort, qu'il faut rallier tout le monde. Mais en se positionnant comme ils le font, ils vont juste faire motiver les troupes dans leur comté où ils ont des châteaux forts. Puis évidemment, on peut parler aussi, bien évidemment, de la réforme du mode de scrutin, parce que c'est très clair qu'on n'aurait pas ça si on avait une proportionnelle mixte. T'sais. Mais comme tu dis, justement, les partis politiques réfléchissent en termes de stratégie, mais parfois, il y a aussi des partis qui ont des idéaux et des convictions. Et je pense que malheureusement, le Parti libéral du Québec, il n'y a pas beaucoup de convictions comme telles. Je trouve que c'est un parti qui est très affairiste, arriviste, c'est-à-dire strictement comme les ambitions individuelles. Là. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que, au fond, c'est facile d'avoir un boulot au Parti libéral du Québec. Quand on est un jeune qui étudie le droit, le Sciences Po, on sort de l'université, puis là, c'est facilement comme ça, on a un job facilement, adjoint, n'importe quoi. Ah oui, hein? Ah c'est ça, regardez, tout le West Island, tout Laval est maintenant complètement vendu au Parti libéral, donc c'est facile de se trouver un boulot. Après, c'est facile de monter les échelons. Il suffit de se mettre au diapason de l'idéologie du Parti libéral sans trop avoir de convictions, d'idéaux. Donc pour moi, c'est un parti qui est strictement affairiste, strictement pragmatique, vraiment dans la petite gestion quotidienne, l'État qui n'a pas aucun projet, à ce sujet, la CAQ est pas mal bonne dans la gestion du Oui, en effet, c'est clair. Mais le premier mandat avait quand même des objectifs, mais le deuxième s'est rendu comme un peu le Parti libéral, c'est-à-dire strictement pragmatique, sans conviction. Bon, on s'est arrêté en chemin, là. On est très bien dans le rest area, il y a de la place pour notre roulotte. On va vivre ici. Continuons, ça c'est une belle vision du Québec. C'est ça, mais tu sais, justement, même, on pourrait se dire c'est récemment que c'est comme ça, mais c'est pas récent. Dans les 20 dernières années, quand le Parti libéral a le pouvoir sous Jean Charest et Philippe Couillard, moi j'appelle ça quasiment la véritable grande noirceur. C'est-à-dire c'est des gens qui ont méprisé le Québec. Puis j'appelle ça les 3 coups, c'est-à-dire qu'il y a eu constamment des enquêtes pour corruption, collusion et copinage. Après, chacun en conclut ce qu'il veut par rapport aux enquêtes qu'il y a eu et les gens qui ont réussi à s'en sauver. Mais c'est un parti qui nous a plongé dans une époque où on était complètement abattus, découragés, où on avait Philippe Couillard qui nous méprisait en disant que si on parle de laïcité, c'est qu'on souffle sur les braises de l'intolérance. Donc, on nous a constamment méprisé. Et là, tu as Denis Coderre qui dit que c'est pas avec des papiers de constitution, par contre, qu'on va essuyer les dégâts des sous-sols du monde. Oui, c'est ça. Là, Denis Coderre, lui, moi, ce qui me fait rire avec lui, c'est que c'est un homme qui devrait se retirer. Là. Déjà, de un, c'est quoi son héritage de sa participation en politique là, depuis qu'il est là, depuis qu'il a été Parti libéral du Canada au maire de Montréal? Je sais quoi son grand héritage, cet homme-là? On le sait pas trop. C'est un homme qui aime parler de sa personne. Oui, Alors que, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il fait juste dire, moi, je suis le king, je suis Denis Coderre. C'est ça. C'est parce qu'il clame très haut, ce qui fait qu'on est obligé de les vérifier et de dire, là, peut-être qu'il est un petit peu prétentieux, parce qu'il a fait une mairie à Montréal qui avait ses avantages, d'autres voient des avantages, mais c'était quand même un maire correct pour Montréal. Je pense pas qu'il a fait des affaires qui n'avaient pas de bon. On se rappellera du Grand Prix électrique qui était épouvantable et de l'espèce de passe-croche au niveau des billets, entre autres, c'était épouvantable. Mais ceci dit, il n'a pas si peu fait, mais il se présente tellement comme le pape. Il se présente tellement comme, waouh, moi j'ai tout fait, puis moi j'ai toujours cette image de lui, là, habillé en jaune, quand il rentrait dans le canal. Mais tu sais, Denis Coderre, pour moi, c'est un homme qui est extrêmement suffisant de sa personne. Puis dans sa manière de parler, ça se voit aussi. C'est vrai. Tu sais, quand il est allé à l'Assemblée nationale du Québec, il met une main sur l'épaule de Paul Saint-Pierre Plamondon pour dire, pour le rabaisser. Tu sais, la gestuelle, ça parle quand même. Puis tu sais, récemment, Pablo Rodriguez disait être intéressé à la chefferie. Puis il dit, mon chum Pablo, il a pas choisi ce bon timing. Mais de quoi tu parles, là? Tu te prends pour qui? Tu te prends vraiment pour l'homme qui contrôle tout puis qui est extrêmement paternaliste, qui fait comme descendre tout le monde. Donc pour moi, c'est une personnalité toxique carrément. Là. Puis il y a plein de gens au Parti libéral qui veulent pas de lui. Donc on voit que la course à la chefferie ne tire pas nécessairement les meilleurs. Et là, on voit Antoine Dion-Charest qui veut se présenter candidat. Cet homme-là, il sort de nulle part en passant. Là. Cet homme-là n'a pas de grande réalisation à son actif. C'est essentiellement le fils de, qui a été placé par le système médiatique fédéraliste, comme la presse qui a fait un grand reportage sur sa personne alors qu'il sort de nulle part. Radio-Canada qui l'a placé chroniqueur alors qu'une fois, il sort de nulle part. C'est juste le fils de. C'est uniquement ça son trophée dans la vie. Là. Et il se dit fier d'être le fils de Jean Charest, mais comment peut-on être fier d'un homme qui est aussi détesté, qui a pour grande réalisation d'avoir mis un système de financement par un parti politique absolument occulte? Donc, pour moi, c'est absolument pitoyable comme parti. C'est un parti strictement carriériste. On le voit chez les jeunes libéraux, c'est des gens qui n'ont pas de conviction, qui sont juste là pour strictement leurs ambitions personnelles. On peut imaginer quand même, et ça s'applique quand même, je pense, le Parti libéral au Canada puis au Québec. C'est vrai que c'est un parti de gouvernance, hein? C'est un parti de pouvoir. C'est un parti ils sont très souples sur peut-être sur le code d'éthique des fois, mais ils sont surtout très souples sur leur visée.
leur vision. C'est quoi? Nous, on est au centre, puis on marche au consensus. Puis, tu sais, c'est pour ça, effectivement, qu'ils sont retrouvés longtemps au pouvoir, parce qu'ils font de l'intendance. C'est pas un parti comme, mettons, un Parti québécois qui a une vision de quelque chose. Puis la CAQ a un peu pris ce rôle-là d'intendance. On fait de l'intendance au Québec. On accepte notre situation, puis on fait pour le mieux. C'est tout un plan de société. Mais pourquoi ça va si mal au Québec? C'est notamment parce que Jean Charest a tout initié en termes de grands problèmes. Là. C'est lui qui a haussé l'immigration à un point où notre capacité d'intégration ne pouvait pas. Oui, parce qu'avant Jean Charest, on était dans le 20-30 000 immigrants permanents. Lui, il a monté ça à 50 000, même si, quand on se compare à des pays comme la France et les États-Unis, en termes d'immigrants par million d'habitants, ça dépasse nettement des pays qui sont similaires comme nous, comme France et les États-Unis. Donc, lui, il a complètement haussé l'immigration. Et la CAQ a simplement continué ça comme ça. Sous Philippe Couillard, on a vendu Rona aux Américains. Le siège de Saint-Hubert est allé à Toronto. Philippe Couillard était ami avec Arthur Porter, qui est impliqué dans l'immense scandale du CUSUM, des SNC-Lavalin. Il a reçu des millions en corruption. Donc, c'est pas du tout... Et moi, je vais dire, là, je reconnais ici, là, je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire. Mais moi, les gens qui vont travailler en Arabie Saoudite, puis dans les pays du même genre, tout de suite, pour moi, il y a comme un petit drapeau qui lève. C'est comme, on veut beaucoup faire de l'argent ici, là. Oui, puis le Parti libéral n'a jamais eu cet examen de conscience. C'est pas un parti qui, encore une fois, n'a pas d'idéaux, n'a pas de grands projets proposés, à part de gérer à la petite semaine, d'être le parti le vendu aux chambres de commerce puis au Parti libéral du Canada. Donc, pour moi, c'est carrément pitoyable, mais malheureusement, parce qu'il y a comme un bloc anglophone-allophone qui vote massivement pour lui, mais il réussit quand même à être l'opposition officielle puis à cadenasser la vie politique du Québec. Donc, il va falloir que les partis de gauche, les partis souverainistes, aillent voir cette clientèle-là, puis démonise le projet de Société du Québec, parce que c'est pas sur le point de changer tout ça. Tu voulais me parler aussi, puis c'est vrai que c'est préoccupant, l'augmentation du chômage, puis c'est drôle, on a des lectures très différentes. On en parle régulièrement avec Philippe Richard Bertrand. J'en parlais avec quelqu'un d'autre hier, une porte-parole d'un syndicat, comme quoi, dans certains domaines, le taux de chômage est à la hausse et la pénurie de main-d'œuvre à la baisse. Et des fois, c'est l'inverse. Mais dans l'ensemble, ça monte. Oui, ben ce qui pourrait paraître surprenant, c'est que depuis une vingtaine d'années, on n'arrête pas de dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Puis là, tout récemment, on nous dit au contraire, là, maintenant, il y a du chômage. Pourquoi? Parce que ça fait pendant toutes ces années, moi, je rappelle qu'il y a une douzaine, c'était en 2010 ou 2011, je me souviens plus très bien. Il y avait Benoît Dubreuil, qui est l'actuel commissaire à la langue française du Québec, avec Guillaume Marois, qui est démographe. Les deux ont écrit un livre chez Boréal qui est Le remède imaginaire. Et ce livre-là avait marqué parce qu'il expliquait en gros que l'immigration n'est pas une solution au vieillissement de la population, ni à la pénurie de main-d'œuvre. Puis il expliquait pourquoi. Parce que, je veux dire, rapidement, comme ça, on pouvait se dire, ben oui, il manque 5000 emplois, ça fait venir 5000 immigrants, ça règle le problème. Mais là, il montrait pourquoi ça marche pas. Parce que, par exemple, si on manque 5000 personnes dans telle région pour telle usine, on fait venir exactement 5000 immigrants. Mais l'affaire, c'est que la consommation de ces 5000 nouveaux travailleurs crée exactement 5000 emplois. Donc, un travailleur crée exactement un emploi par sa consommation. Donc, on fait juste déplacer le problème par l'immigration. Donc, il expliquait, c'est pas qu'ils sont contre l'immigration, mais c'est juste qu'il disait c'est pas la solution, ni pour la pénurie de main-d'œuvre, ni pour le vieillissement. Une solution qui est toujours mise de l'avant par le patronat, en général, parce qu'ils veulent faire descendre le prix de la main-d'œuvre. Oui, parce qu'il y a plein de nouveaux arrivants qui sont prêts, comment se dire, ils reviennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, fait qu'ils sont prêts à travailler pour des petits salaires, c'est ça. Puis d'ailleurs, on le voit dans les derniers jours. On parlait du fait que c'est l'ONU qui dit que maintenant, le Canada, c'est quasiment de l'esclavage moderne. Les immigrants temporaires, certains travailleurs temporaires qui sont dans nos champs pour les petits fruits, ça fait des années qu'on en parle, qui sont dans des mauvaises conditions. On dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès en la matière, même si ça fait des années qu'on en parle. Et donc, là, ce qu'on explique, là, si on revient au sujet directement, comment ça se fait qu'il y a une augmentation du chômage? Parce que là, on a fait venir tellement de nouvelles personnes qu'évidemment, à un moment donné, il finit par avoir... trop de monde. C'est ça, il finit par avoir trop de monde. Pour les jobs disponibles. C'est ça, il n'y a pas autant d'emplois. Puis là, ça devient difficile à la fois pour les nouveaux arrivants. Donc, le chômage a augmenté chez les nouveaux arrivants eux-mêmes qui se disaient, le Canada, c'est une économie qui fonctionne bien, mais finalement, moins. Puis les jeunes qui sortent de l'université, des écoles, eux-mêmes ont de la difficulté à trouver un emploi. Puis d'ailleurs, je me rappelle, dans les dernières semaines, il y avait une nouvelle qui montrait qu'il y a encore, juste l'an passé, les employeurs couvraient après les jeunes pour venir occuper leurs emplois d'été, tout ça. Là, à cette heure, c'est rendu qu'ils sont rendus sélectifs, les employeurs. Donc, en seulement un an, toute la dynamique a changé. Et là, c'est malheureux à la fois pour les nouveaux arrivants et les jeunes qui sortent des c'est malheureux, Philippe, entre autres, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est malheureux particulièrement pour les nouveaux arrivants parce que ce qu'on constate dans l'ensemble, c'est que c'est du côté des gens qui ont peu d'éducation
que le taux de chômage. C'est les jobs d'entrée, tous les emplois plus précaires, vente au détail, restauration. C'est là que le taux de chômage augmente. Alors, ça touche particulièrement, comme tu dis, les étudiants, parce que tu n'as pas étudié en urbanisme si tu as 19 ans, tu vas travailler au McDonald's quand même, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est tous ces jobs-là, fait que ça crée effectivement une grande détresse, mais c'est une promesse tellement irréaliste et farfelu. Comment ça s'appelait? Horizon 2000, je pense. Je me souviens plus. C'était un regroupement qui pesait sur le Parti libéral à Ottawa pour faire ça. Mais effectivement, à la base, c'est beaucoup de patronat qui souhaitait faire baisser les tarifs. Puis, alors que le défi derrière, ça serait plutôt l'automatisation, trouver une manière de rendre notre efficacité beaucoup plus grande. C'est notamment ce que disait, si je me souviens bien, Benoît Dubreuil et Guillaume Marois, c'est que justement, il faudrait l'automatisation. En fait, les deux grandes solutions qu'ils apportaient pour vieillissement de population puis pénurie de travailleurs, c'était notamment l'automatisation qu'il faut augmenter. Puis deuxième chose qui est moins populaire, c'est repousser l'âge de la retraite. Mais c'est prouvé, c'est-à-dire, il faisait juste dire, c'est prouvé scientifiquement que c'est les deux grandes solutions. Absolument. Après, ça veut pas dire qu'il encourageait une ou l'autre, là, mais c'est juste qu'il disait c'est vraiment ça qui aide. Et pourquoi le vieillissement de la population ne peut pas être pallié par l'immigration? C'est parce que souvent on a l'idée qu'on fait venir des jeunes, mais on ne fait pas juste venir des jeunes. Là. Il y a des gens de 30-40 ans qui vieillissent et par le regroupement familial, ils peuvent faire venir leurs parents, leurs grands-parents. Tu augmentes tes charges sociales, tu augmentes tes charges de l'État, parce qu'un employé qui vient arrive peut-être avec une conjointe, un conjoint, des enfants, des besoins, bien sûr. Exactement, donc ce n'est pas une solution. Après, on peut faire venir l'immigration pour d'autres raisons, mais on ne peut pas dire qu'on le fait d'abord pour pallier une pénurie de main-d'œuvre. D'autant plus que dans les 15-20 dernières années, je rappellerai que quand on disait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, Guillaume Marois rappelait qu'il n'y a pas une pénurie de main-d'œuvre globale au Québec. Ça concernait des secteurs en particulier, comme la restauration et l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que c'est des boulots qui peuvent être difficiles physiquement et qui ne sont pas si bien payés pour le travail qui est demandé. Exact. Et le fait qu'il y ait une pénurie mettait au moins donner le gros bout du bâton aux travailleurs pour pouvoir négocier puis pouvoir dire si tu me donnes pas l'augmentation, moi je m'en vais, je veux juste aller travailler ailleurs. Parfait. Alors que s'il n'y a plus cette pénurie-là, là, c'est l'employeur qui a tout le gros bout du bâton puis qui dit regarde, moi je laisse c'est juste en tant que société, de penser que on laisse ces tâches-là à d'autres. Oui. C'est une drôle de manière de régler le problème. Mais c'est drôle à quel point ça fait... des gens qui sont pas difficiles, puis ils vont prendre la job. Mais c'est drôle à quel point ça fait penser à une autre époque où, justement, on se servait des gens qui sont pas notre couleur de peau comme serviteurs. Parce que ça fait rire, depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, on fait dire les gens d'ici veulent pas de ces emplois-là, donc il faut faire venir des nouveaux arrivants qui vont faire ces emplois-là. Donc, autrement dit, nous, on veut plus faire les jobs serviles, on va donner ça aux immigrants. Oui. Mais c'est vraiment ça le discours. Mais c'est ça. Mais non, mais il faut le voir que c'est ça qui se passe factuellement. Alors, mais c'est très complexe, particulièrement au niveau agricole, parce que c'est très saisonnier. On en parle d'ailleurs plus tard. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bonne journée. Bye bye.